Bonjour, alors moi je représente la Fédération de l'art urbain qui est partenaire des rencontres de Run. La Fédération de l'art urbain, c'est une structure associative qui est née en 2018. Ça faisait suite à une étude de l'art urbain, l'étude nationale de l'art urbain qui avait été commandée par le ministère de la Culture à l'association Le Mur, de manière à faire un peu un état des lieux de l'état de l'art urbain en France. Et donc cette étude avait révélé certaines problématiques et notamment le manque d'accompagnement institutionnel vis-à-vis des artistes issus de ce mouvement. Et donc la Fédération de l'art urbain a pris le relais sur ces questions. Ça passe par une mise en réseau. Ça recueille des informations notamment fléchées vers la professionnalisation des artistes. Et puis c'est aussi une fédération qui accompagne la mise en place de certains projets, notamment le Centre Arcane, qui est un centre d'archives numériques de l'art urbain en France, qui est aujourd'hui une structure indépendante soutenue par le ministère de la Culture et qui a pour but de recueillir et d'indexer et d'analyser des fonds d'archives issus de l'art urbain de manière à accompagner et à favoriser l'étude de l'histoire de ce mouvement. Et donc ça rejoint un peu les discussions qu'on avait hier qu'on avait avec Susanna et tous les invités sur la question de la conservation, de la monstration, de la patrimonialisation et de l'institutionnalisation. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va aborder d'autres questions, notamment liées le rapport entre le hip-hop et les médias, la constitution d'une identité au travers de ces pratiques. Et du coup, c'est à Sophie que je vais passer la parole pour qu'elle introduise nos prochains invités. Merci. Bonjour. Ça marche, oui. Bonjour à tous. Donc, merci en tout cas d'être venu pour cette seconde journée des rencontres urbaines de Nancy, donc dédiée à l'art et la musique aujourd'hui. On a essayé de construire 2 journées de rencontres pour que les professionnels en fait des différentes disciplines, les différents bords en fait puissent aborder un peu et discuter entre eux, montrer aussi un peu quels sont leurs rôles, échanger. Hier, on a vu qu'il y avait beaucoup en fait de positionnements très différents entre les théoriciens, ceux qui font aussi cette culture qui est toujours vivante, et ceux qui veulent à la fois la théoriser et puis aussi l'archiver, l'exposer. Donc on essaye un peu de faire parler toutes ces personnalités-là. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Thomas Blondeau et Yasmina Benbekay. Je suis très heureuse d'accueillir. J'ai l'impression d'être à la télévision. Voilà, Yasmina Benbekay, en fait, grande journaliste radio. Et puis Thomas Blondeau, grand journaliste de la presse écrite, dont vous racontez un peu l'impossible entente entre les médias et le rap en France. Ils se sont un peu battus pour médiatiser ce mouvement dans les années 80. Donc ils vont revenir un peu sur cette histoire. Ensuite, on aura le sociologue Louis Jésus qui est déjà dans la salle, qui va nous parler plus en fait de la lente professionnalisation en fait des artistes hip-hop en France. Et enfin, on réunira en fait ces intervenants autour de la table avec Laïla Si, en fait, qu'on a le plaisir aussi d'inviter. On est très content qu'elle ait fait le déplacement depuis Paris. Pierre Roland aussi de Cartel. Diams aussi, une danseuse de Nancy. Et puis j'espère que j'oublie pas rien. Lui, Jésus aussi, qui reviendra en fait parmi nous. Et voilà. Et Darko, voilà, excuse-moi. Avec qui j'ai passé tout le week-end en plus. Et Darko. Et enfin, non, pardon. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre la parole en public. Voilà, je laisse la parole aux intéressés. Je vous remercie, à bientôt. Merci Sophie, Toulouse de Nancy, j'adore. Merci d'être venus si nombreux. Oh là là, on est quel jour ? Bonjour à tous. On est mardi, il y a du monde. On est mardi, oui, on est mardi. Bonjour, donc je suis Yasmina Benbekay. Voici Thomas Blondeau. Et on a tous les deux des parcours différents, mais on s'est retrouvés pendant 4 ans dans le même média, qui s'appelait Radical. Radical, c'est le magazine de la culture hip-hop. Donc on a 2 parcours différents, mais on est à fond dans le hip-hop depuis au moins 20 ans chacun. Donc avec toi, tu as commencé, Thomas, par une école de journalisme, donc vraiment un chemin assez classique. Voilà, moi j'ai toujours voulu être journaliste et j'ai toujours été parallèlement dans la culture hip-hop depuis mes 8 ou 10 ans.
Et fatalement, quand il a été question après mes études de trouver du boulot, je me suis dit que c'était probablement dans ce domaine que non seulement j'avais envie d'exercer, mais en plus je pouvais apporter une plus-value en termes d'information parce que j'avais les réseaux, je connaissais les gens, je connaissais l'histoire du, voilà. Et donc, mais c'est assez intéressant justement parce qu'on s'est retrouvé dans ce magazine Radical. Alors que Yasmina venait d'un parcours beaucoup moins académique. Ensuite, moi, j'ai travaillé dans d'autres médias, dans de la presse essentiellement, mais hors presse rap, on va dire, donc avec des angles très particuliers. Yasmina a travaillé à la radio, voilà. Donc on a deux parcours différents, mais malgré tout, on n'a fait que parler de la culture hip-hop dans les médias depuis le début, quoi. On n'a fait que défendre cette culture surtout, parce que vous allez voir que c'était pas si facile que ça. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée à la fac de Saint-Denis, ça s'appelle Paris 8. Un peu par hasard, parce que mon père m'a obligé de faire du droit. J'avais pas envie de faire du droit. Donc je me suis retrouvée à la fac de Saint-Denis, et là j'ai vraiment découvert le hip-hop, le graffiti, la danse, le rap, le DJing, parce que c'était une faculté où il y avait des associations, il y avait aussi beaucoup d'artistes. Il y avait des artistes de graffiti comme Mode2. Je sais pas si vous connaissez. Peut-être, voilà, Mode2. Donc vraiment, je me suis pris cette culture en pleine face, et surtout, je me rendais compte que on pouvait être danseur sans passer par le conservatoire. On pouvait faire de la musique sans passer par le conservatoire. On pouvait faire plein de choses avec pas grand-chose finalement. Donc vraiment, j'ai adoré cette culture tout de suite, et je me suis dit mais c'est génial. Donc j'ai vu toutes les je sais pas, les open mic dans la MJC, j'ai commencé à suivre les DJ, j'ai commencé à suivre les danseurs, le graffiti aussi, même si ça se passait beaucoup la nuit, j'avais pas trop le droit de sortir à l'époque. Et puis j'avais un camarade de fac qui s'appelle Jean-Pierre Sec, et donc on était souvent en train de parler de hip-hop. On partait à Londres, il y avait un carnaval, le carnaval de Londres fin août, où il y avait beaucoup de rappeurs américains qui venaient s'y produire, donc on partait un peu sac à dos. Et puis un jour il me dit viens, on va faire une émission de radio. Donc j'ai dit bah ok. En fait on fait des choses un peu comme ça quoi. Et on s'est retrouvé dans un hôpital de vieux. Un hôpital qui accueillait que des personnes âgées, et le directeur de cet hôpital avait décidé d'ouvrir l'antenne, de monter une radio dans cet hôpital pour les personnes âgées la journée, et du coup pour les jeunes le soir. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dans cette émission, enfin dans ce contact-là de cet hôpital, et on s'est retrouvé à faire la première émission talk-show de France qui s'appelait Sang d'encre, avec Jean-Pierre Sec, qui a après monté 45 scientifiques et qui a produit Booba et Ali pour Lunatic, mais qui n'était pas encore Jean-Pierre Sec de 45 scientifiques, et David Comélias, un pote de Jean-Pierre que je ne connaissais pas, qui lui après est devenu un journaliste assez connu. Donc du coup, tous les trois, on faisait une émission qui s'appelait Sang d'encre, et on accueillait des rappeurs. Sauf que tout le monde voulait parler à Jean-Pierre, et pas forcément à Yasmina Benbekay. Et qu'en plus, ces rappeurs n'avaient pas encore l'habitude des médias, de la radio. Donc du coup, c'était très difficile pour moi de me trouver une place. Alors il faut contextualiser, hein, c'était des jeunes rappeurs à l'époque, il n'y avait pas autant les médias qu'il y a maintenant, il n'y avait pas la possibilité de faire d'interviews, il n'y avait pas les réseaux sociaux, rien du tout. Donc se retrouver face à moi, au micro, qui pose des questions, c'était pas toujours facile. Donc j'ai tenu comme ça avec Jean-Pierre et David quelques émissions. Et comme moi vraiment j'aimais beaucoup les DJ, enfin pas les DJ, le DJing, pardon. Du coup, j'allais aux compétitions de DJ. Il y avait beaucoup de compétitions à l'époque, ça s'appelait le DMC ou ITF. Donc c'est des compétitions techniques, de scratch, de beat juggling. Donc du coup, j'ai proposé à cette radio de faire une émission sur les DJ qui s'appelait donc Génération DJ, et j'ai fait ça pendant 8 ans, tous les samedis midi 14h, évidemment pas payé, hein, c'est pour l'amour du hip-hop. Et donc du coup c'était devenu un peu mon rendez-vous. Tous les samedis, j'invitais un DJ différent pour parler de ses mixtapes, de ses produits qu'il vendait. Alors, parfois il y avait des vinyles aussi, des vinyles pour les DJ, et de leurs compétitions et des soirées, etc. Donc voilà, j'ai tenu comme ça 8 ans, et j'ai eu tout le monde. Alors DJ Snake, peut-être que vous le connaissez. Vous avez déjà entendu parler de DJ Snake? À l'époque, c'était William. C'était un jeune DJ qui était très proche de Cut Killer et qui venait régulièrement aussi à mon émission, et ainsi que Cut Killer, DJ Abdel et compagnie. Et puis un jour, le magazine Radical s'est monté, et on m'a demandé d'écrire une rubrique sur les DJ. Je n'avais jamais fait de presse avant, hein. Donc c'était en 1996, et j'ai tenu 10 ans comme ça avec le magazine Radical, et à la fin avec Thomas, j'étais chef des informations. Donc je gérais tout le magazine avec Thomas et Olivier Cachin, vous connaissez certainement.
Voilà pour mon arrivée dans les médias. C'est-à-dire que c'est vraiment le hip-hop qui m'a amené à la radio et qui m'a amené après à la presse écrite. Et du coup, même si j'avais fait 8 ans à Génération, je ne pouvais pas accéder aux grosses radios après. Donc j'ai refait une école. J'ai refait une année au Studec, c'est une école payante, mais que je n'ai pas payée grâce à Pôle emploi. Et grâce à cette deuxième année, parce que j'ai fait que la deuxième année, j'ai pu accéder aux stages. Et j'ai fait des stages à Beurre FM, à France Bleu, j'ai travaillé à France Bleu, à RMC, puis à France Inter, et puis à Move après. Donc voilà un parcours un peu atypique qui ne correspond pas forcément à ce que... par exemple, un jeune aujourd'hui qui veut faire de la radio, il est obligé effectivement de passer par ces écoles. Et moi, j'avais pas accès aux grandes radios tant que j'étais pas passé par cette école, tant que j'étais pas passé par ces stages. Donc voilà. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose justement, c'est que moi, je suis à la base passé par ces écoles-là, mais on a raconté le hip-hop à une époque où le hip-hop était encore très ostracisé, on va dire. À la télé, on en profitait tout le temps pour se moquer des lacunes comportementales de tel ou tel rappeur ou de son vocabulaire limité. Enfin, tout était... On vient d'une époque où le rap n'était pas médiatisé. Il était médiatisé uniquement par ses acteurs qui, et justement, je voulais que tu en parles un petit peu, créaient des émissions de radio, des fanzines. Bien avant les magazines, avant l'affiche, il y avait des fanzines qui étaient Get Buzzy, Yours, etc. Moi, j'en avais un petit à Toulouse qui s'appelait Da Bombe, qu'on photocopiait, qu'on collait sur les murs. Enfin, tout ça était une organisation très artisanale, mais c'était le seul moyen pour transmettre un peu le hip-hop. Il y avait ça et les cassettes qui pouvaient circuler depuis New York jusqu'à Paris, de Paris jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Marseille, etc. Et c'est un petit peu comme moi, j'ai grandi en province, donc le hip-hop était quelque chose de très lointain, mais j'avais quelques copains qui venaient de Paris avec des cassettes de Radio Nova ou avec des maxi de Big Daddy Kane qui revenaient de New York, etc. Et c'est comme ça que ce truc se diffusait. Donc on vient d'une époque où il n'y avait pas de médias. Quand j'ai commencé à être journaliste, j'ai eu du bol, j'ai été engagé dans un magazine de rap, puis ensuite dans un autre magazine de rap où j'ai travaillé avec Yasmina. Mais quand ces magazines ont fermé, on y reviendra tout à l'heure, au milieu des années 2000, la presse a commencé et particulièrement la presse musicale, d'une dizaine de magazines rap, on est passé à un seul magazine rap qui a réussi à survivre, grâce à un modèle associatif en l'occurrence. Et donc moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, je vais aller dans d'autres magazines pour parler de rap. Je suis allé chez Libération, je suis allé au Monde, et là-bas, le discours qu'on me tenait, c'est mon petit bonhomme, vous êtes un fan de rap, vous connaissez très bien, mais enfin, vous n'êtes pas journaliste. Donc ça m'a considérablement tendu. Je me rappelle très bien d'ailleurs que suite à cet entretien avec Libération, je suis rentré chez moi, je leur ai scanné mon diplôme de journaliste et je leur ai envoyé avec un baratin un peu rude parce que j'étais furax. Donc ça a quand même été ça, la médiatisation du hip-hop. Même les gars qui avaient fait des magazines, qui avaient fait leurs preuves, non, vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des gens du hip-hop. C'est pas pareil, quoi. Aux yeux des gens, c'est vraiment pas la même chose, quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être entre guillemets journalistes de hip-hop. À l'époque, on était considérés comme des fans de hip-hop, c'est-à-dire totalement ostracisés par le reste de la presse. Alors je sais pas comment ça se passait en radio, mais en tout cas dans la presse c'était ça. Bah en radio à France Inter, ça a été mon expérience la plus compliquée parce que France Inter c'est le haut du panier. Donc c'est la radio, voilà. Alors moi je l'écoutais pas, je savais même pas que ça existait en fait, même. Donc du coup bon bah je me retrouve à parler de cultures urbaines. Fallait surtout pas dire hip-hop ou rap, c'est cultures urbaines. Et à un moment donné, dans les premières émissions, au départ c'était une fois par semaine. Donc le producteur m'avait dit non, parler de rap à l'antenne, non. Heureusement qu'il y a d'autres gens qui voudraient que tu sois là parce que sinon moi, si ça tenait qu'à moi, tu serais pas là. Bon. J'y vais quand même. Je fais venir des artistes systématiquement, une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis tous les soirs. Et à un moment, j'ai dit un gros mot. J'ai dit le mot sample. Bon, bah, j'ai été convoquée par Laurence Bloch. Laurence Bloch étant la boss de France Inter, donc dans son bureau, bah, quand t'es convoqué, bah, tu flippes un peu, quoi. Tu dis oula, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit le mot sample. On sait pas ce que c'est. Donc il va falloir expliquer, madame. Alors le lendemain, j'ai fait venir un DJ qui s'appelle DJ Bronco, qui avait lui une émission qui s'appelait Sampleur Samplé, pour justement expliquer ce que c'était qu'un sample. Donc du coup, on a bien expliqué, on a utilisé les samples qu'utilisaient les rappeurs, on a fait écouter le sample d'origine, le sample transformé, et on a réussi à faire comprendre aux gens ce que c'était que l'échantillonnage dans la musique rap. Puis j'ai invité un 995 où dedans il y a Necfeu et les psychiatres de la rime, où dedans il y a Soprano. Donc on est en 2010. Bon, bah j'ai été convoquée. Oui, madame, il y a beaucoup trop de gens en capuche en bas de l'immeuble.
Bah oui, c'est un groupe de rap en fait. Donc du coup, il fallait aussi que je fasse attention à la tenue vestimentaire des rappeurs que je faisais venir. Donc c'était vraiment, j'étais vraiment la beurette qui fait venir des rappeurs à capuche et qui vraiment là, ça va pas du tout. Quelques années plus tard, je sais pas si vous le savez, mais Booba, Damso, ils sont tous invités par Léa Salamé en matinale pour être interviewés sur France Inter. Donc c'est des moments un peu de grand désespoir où on défend une culture, mais aussi on doit défendre des origines, des couleurs, une tenue vestimentaire, des codes, un vocabulaire. Donc ce qui est quand même pas si facile que ça. Alors quand on est à Radical, on est dans l'entre-soi, on est entre nous, on est avec Nicolas Xelé, il est là, qui fait le graffiti, hyper passionné, qui lui-même est graffeur. On est avec Thomas Blondeau, qui va dans les studios tous les soirs voir des rappeurs enregistrés. On est avec Olivier Cachin, qui a une bibliothèque et vraiment quelqu'un qui est très savant de la musique. On est avec des passionnés. Mais quand on sort de ça, c'est assez compliqué de promouvoir en fait cette culture parce qu'ils ne la comprennent pas. Et même pour la petite anecdote, je me rappelle qu'à l'intérieur de Radical appartenait à un groupe de presse, avait été un magazine indépendant qui avait été racheté par un petit groupe de presse qui ne faisait que de la presse musicale. Il y avait des magazines de rock, des magazines de punk, des magazines de guitare classique, voilà. Et il y avait Radical qui tranchait relativement, d'abord parce que c'était une musique que personne comprenait vraiment à l'époque. Et dans le groupe de presse auquel on appartenait, évidemment, on faisait venir des rappeurs au bureau. Il y avait des gens qui devaient venir faire des photos, des interviews, voilà. Et on s'est pris à plusieurs reprises des remarques sur le fait que il y avait des pitbulls à l'accueil, ça le fait pas du tout, puis des gens qui crient un peu fort, etc. Donc même à l'intérieur de ce groupe de presse, et d'ailleurs quelques mois plus tard, le groupe de presse nous a mis en location-gérance chez un autre éditeur qui, lui, savait ce que c'était le rap, etc. C'est comme s'il nous avait loué, on va dire en quelque sorte, parce que dans ces bureaux où il y avait un magazine de piano classique, un magazine de chanteurs d'opéra, etc., ça leur convenait pas, ça faisait tâche, c'était quelque chose qu'ils comprenaient pas bien. Voilà. Et puis il y a aussi les médias vus par les rappeurs, parce que les rappeurs avaient besoin de promouvoir leurs disques à travers les médias, la presse rap. Donc il y avait des moments de tension aussi avec les maisons de disques, les majors, les labels, qui voulaient absolument, par exemple, être en couverture de certains magazines pour vendre leurs disques. Et à l'époque, c'était ça qui faisait vendre un disque, et donc du coup, qui mettait soit des coups de pression, ou soit devait négocier des pages de pub. Enfin, il y avait toujours une petite tension en fait entre l'artiste et le magazine. Je sais que Leïla Si est là aussi, elle a travaillé dans plusieurs magazines. C'était quand même pas si simple comme mariage entre médias et artistes. Alors là, je parle des majors, je parle des artistes un peu plus installés, mais les artistes qui n'étaient pas installés et qui voulaient aussi qu'on parle d'eux, c'est arrivé des grands moments de tension aussi, de pression, de vocabulaire pas toujours adapté, etc. Ils comprenaient pas qu'on était une entreprise, en fait, qu'il y avait des responsables, qu'on n'était pas libre non plus de mettre 3 pages sur l'artiste en question, qu'on n'était pas libre de chroniquer tout ce qu'on voulait, etc. Donc c'était ce mariage-là, en fait, est assez... Et puis, il y avait également des choses qu'on n'avait pas envie de chroniquer, et ça aussi, ça posait des problèmes. Ça finit par devenir risible dans la presse rap, au point que, je crois qu'à la fin de Radical, on ne chroniquait plus que des albums qui nous paraissaient intéressants ou qui étaient chouettes, parce que le moindre mot de travers dans une chronique était tellement mal interprété qu'on se prenait un coup de bâton, c'était quasi immédiat, quoi. Il y a une équipe qui débarquait au bureau, et ça, on l'a vécu des fois et des fois. Donc, c'est-à-dire que même les gens du rap à cette époque-là, avaient pas... Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vu vraiment évoluer durant ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'au début, on avait affaire, passez-moi l'expression, à des Kairas, qui venaient en pays conquis, qui nous parlaient assez mal de manière générale, et genre il n'y avait pas d'autre alternative que de faire un papier sur eux parce qu'ils l'avaient décidé, etc. Et peu à peu ils ont fini par comprendre que en vrai, nous on est là pour représenter cette culture, on a envie d'en parler aux gens. Donc, en fait, vaut mieux qu'on s'entende correctement. Il y a beaucoup plus de chances de passer dans notre magazine si tu nous présentes le projet correctement, si tu nous expliques ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait comme ça, qu'est-ce que tu racontes, etc. Voilà. Et ça, c'est un truc qui a
qui a quand même mis du temps à passer. C'est-à-dire, je pense que ça s'est passé au fur et à mesure que les rappeurs se sont professionnalisés et que se sont rendus compte que les magazines, c'était pas des ennemis, c'était des gens qui pouvaient leur permettre soit de faire passer le message un peu plus loin, soit d'enclencher sur une radio, parce que nous, on est des journalistes, mais on est aussi des gens qui discutons avec les programmateurs radio, avec les gens des salles de concert, etc. Donc voilà, ça a mis du temps à se professionnaliser, on va dire. Les artistes ont mis du temps à se considérer comme des artistes, on va dire, de métier. Qui avaient donc à leur disposition des moyens de promotion. Alors tiens, ça pourrait être intéressant qu'on ait un article dans Radical, etc. Et ça a un peu détendu les relations, mais oui, des embrouilles, il y en a eu beaucoup. Et puis ensuite, il y avait donc ce que disait Yasmina, effectivement, une tension quasi constante entre les gens qui s'occupaient de la publicité dans le magazine Radical et les gens qui s'occupaient de la rédaction. Donc moi, Yasmina, Olivier, puis une équipe de pigistes. Les gens de la publicité, ils étaient là pour faire rentrer de l'argent, pour payer nos salaires en vrai, pour payer l'impression, la distribution du magazine, etc. Tout ça, c'est des frais colossaux. Donc, leur but, c'était quand même de faire rentrer un maximum d'argent. Le problème, c'est qu'ils avaient en face d'eux des gens qui voulaient bien acheter de la pub et mettre de l'argent, mais s'ils achetaient une pub pour promouvoir l'album de 50 Cent, ils auraient bien aimé qu'en même temps, on fasse aussi un article sur 50 Cent. Donc, ce qui revenait finalement pour eux, en mettant de l'argent dans le magazine, c'est comme s'ils achetaient un interview. Donc, on avait d'autres gens qui venaient nous voir en nous disant, vas-y, c'est combien la couverture de Radical? Combien on te donne? On le dit à personne, mais on te file de l'argent, tu nous mets en couverture. Donc, il y avait des espèces de crispations un petit peu partout, de gens qui se parlent sans vraiment se comprendre, et ça donnait lieu à des complications parfois, notamment avec les maisons de disques. Alors après, à l'intérieur de ça, il y a aussi des marges de négociation. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de me retrouver en face de Universal Music, que moi, j'avais besoin d'Universal Music pour aller, par exemple, interviewer, je ne sais pas moi, Dr. Dre. Dr. Dre, c'est très compliqué, c'est une superstar, etc. Universal Music revient vers moi en me disant, bon, on peut éventuellement faire quelque chose sur Dr. Dre, mais par contre, on est un peu en galère sur Orbit Rice. Si tu pouvais nous faire une chronique du disque, ça serait sympa. Donc là, c'est à la libre appréciation du journaliste, ou en tout cas de la rédaction, de se dire, ok, est-ce qu'on baisse son froc parce qu'on fait une chronique de Orbit Rice alors qu'on n'avait pas prévu de la faire? Mais en même temps, on va aller chercher pour nos lecteurs une interview de Dr. Dre qui est juste mortelle. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est une négociation qui est valable? Et c'est des questions qu'on se posait constamment. Il nous arrivait d'accepter, il nous arrivait de refuser. Ok, donc tu m'envoies à Los Angeles interviewer Dre, ok, je te fais une chronique d'Orbit Rice, j'en dirai ce que je pense, et puis voilà. Voilà, en essayant de pas trahir le lectorat, de pas faire en sorte que le gamin, il voit l'album d'Orbit Rice, il se dit, oh, c'est super. Radical a dit que c'était bien. Donc il fallait quand même rester. Et après, on avait le service de pub d'Universal qui nous appelait en nous disant, ouais, bon, ok, vous avez chroniqué Orbit Rice, mais franchement, vous l'avez défoncé l'album. Ça crée des c'était très tensions difficile permanentes. de dire la vérité en fait sur un album. C'était très difficile d'abord parce que en rap français, il y avait toute l'équipe qui arrivait. En rap américain, du coup, il y avait les majors qui étaient pas contents, donc on nous fermait des portes. Donc, en fait, être vraiment critique, c'est pas trop possible. Je pense que c'est plus possible aux États-Unis qu'en France. Et donc, du coup, moi, par exemple, alors c'est anecdotique, hein, je chroniquais les mixtapes au début. Vous savez ce que c'est qu'une mixtape? C'est une cassette mixée par un DJ pour promouvoir d'abord son talent. Il faisait des introductions, des beaux mix, mais aussi parce qu'on avait toutes les nouveautés, du style du DJ, par exemple rap underground, rap R&B, rap mainstream ou reggae parfois, soul, ça arrivait. Bon, sauf que moi, les pochettes des mixtapes, c'était déjà la première entrée. Ce qu'on voit en premier, la pochette de la mixtape. Donc si la pochette de la mixtape me parle pas, par exemple les pochettes de mixtape de femmes à moitié nues, quel rapport? Je vois pas le rapport entre il y avait pas de création pour moi, ils avaient pris une photo d'une femme avec des gros seins, ils l'avaient pris et hop, on met la pochette, etc. Donc je me refusais de chroniquer des mixtapes de DJ avec des femmes à poil sur la couverture, parce qu'il y avait pour moi aucune recherche. Ce qui faisait hurler Olivier Cachin. Voilà. Et donc les DJ n'étaient pas contents. En même temps, je dis mais fais un travail de création. Au moins, il y avait d'autres mixtapes évidemment. Il y avait pas que des femmes à poil, donc il y avait des mixtapes où la pochette avait été travaillée. Je sais pas, en version médicaments, en version Star Wars, en version Il y a des choses où ils se prenaient un peu la tête. Mais tous ceux qui se prenaient pas la tête ne m'intéressaient pas. Donc du coup, les DJ disaient, non, mais tu pourrais, non, mais non, en fait. Donc c'était compliqué d'expliquer que c'était ma rubrique et que je chroniquais ce que je voulais. C'était moi qui mettais les DJ et ce que j'avais écouté et ce que j'avais vu qui m'intéressait en avant. Donc, en fait, à cette époque-là, c'était vraiment le magazine qui faisait vendre ou pas le disque.
Évidemment, ça a disparu depuis. Donc effectivement, ça s'est arrêté en 2002, 2003, 2005, ah ouais. Et tous les autres magazines aussi. Tracklist, Source, Rap Mag. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant parce que au début des années 2000, il y avait quand même, non seulement il y a des magazines de rap, mais il y en avait beaucoup. Je pense qu'on avait, nous, chez Radical, on avait 10 ou 11 concurrents. Il y avait Tracklist, il y avait The Source, il y avait Groove, il y avait Rap Mag, donc il y avait Radical, il y avait RER, il y avait Syndicat. Il devait y en avoir d'autres. Léla, peut-être tu peux nous dire si j'en oublie quelques-uns. Mais enfin, il y avait vraiment un gros roster. C'était intéressant parce qu'il y avait une compétition entre nous. On se lisait tous, on se connaissait tous, on se voyait tous dans les concerts. On se détestait pas du tout, bien qu'on soit économiquement concurrents. Enfin, c'était pas nous les patrons qui faisions l'argent, donc c'était pas très important. Mais et donc il y avait des magazines qui avaient des lignes éditoriales sensiblement différentes. Radical, par exemple, était un magazine qui parlait de la totalité du hip-hop. Il y avait un cahier graffiti que Nicolas, je vois pas bien là, mais Nicolas doit être par là, donc il s'occupait du graffiti. Il y avait un cahier sur la danse, il y avait un cahier sur le DJing, il y avait, voilà, on couvrait tous les domaines. Il y avait des magazines, il y avait un magazine comme Tracklist qui était très à cheval, très proche de la scène indépendante, qui éditait par c'est la même boîte qui éditait The Source, c'est ça? Ouais, voilà. Il y avait par ailleurs The Source, qui était un magazine traduit, enfin une adaptation du magazine américain, qui était un des magazines les plus célèbres aux États-Unis concernant le hip-hop, qui avait été adapté donc en version française pour également l'international, mais aussi le public français. Enfin voilà, il y avait Syndicat qui était également très dans le rap indépendant, voire assez politique, rouge foncé. Il y avait Reel qui était des espèces de longs interviews très théoriques avec des rappeurs. Enfin voilà, il y avait vraiment une offre énorme. Et petit à petit, probablement sous l'impulsion d'Internet, où de plus en plus de gens ont eu accès au web, la DSL, comme on appelait, s'est développé énormément dans les années 2000. Tout le monde avait accès au web et il y avait des passionnés qui étaient aussi pointus que nous en hip-hop, qui n'étaient pas forcément des journalistes, mais qui étaient passionnés de hip-hop, qui connaissaient tout, qui se sont mis à faire des blogs, des sites d'infos, l'ABCDR, 90 BPM, etc. Il y en a eu plein, le hiphop.com, et il y en avait qui étaient super bien. Donc c'est devenu une source d'information de très bonne qualité. Et rapide. Et rapide, parce que c'était, voilà, nous on avait une périodicité, c'est-à-dire que l'album il sort le 2 avril, nous notre magazine il sort le 23. Donc la chronique elle sortira le 23. Alors que si aujourd'hui vous sortez le 2 avril, normalement le 3 avril, il y a tout le web qui est repeint avec votre disque. Voilà, donc il y avait et donc sous l'impulsion de tous ces blogs, les gens se sont mis à acheter moins de magazines. Le réflexe de lecture est devenu un peu désuet. Et voilà. Mais l'information n'y a pas perdu parce que l'information est toujours disponible désormais sur d'autres médias qui sont peut-être gratuits, mais en l'occurrence, l'information n'est pas forcément de mauvaise qualité. Elle n'est pas forcément bonne non plus. C'est le même problème. Et du coup, t'es passé en rap diplomatique, Libération. Voilà. Alors moi j'ai voilà. Donc après, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis allé voir Libération, je suis allé voir tout le monde en leur disant voilà, il y a tel et tel. Bon, alors je faisais mes enquêtes, je me disais tiens là il y a un sujet intéressant, etc. Et j'allais voir les journaux. Et là où ça a commencé à devenir intéressant, c'est qu'on m'a fini par m'accepter quelques papiers, quelques reportages. Et puis alors après la presse fonctionne comme ça. Dès que vous avez un rédac chef qui vous dit OK, qui publie un papier à vous, les autres considèrent que c'est bon, vous avez écrit dans les Inrocks, donc ça va, vous êtes un bon journaliste. Mais tant que vous n'avez pas ce premier truc, c'est assez cruel. Bon, donc une fois que vous avez écrit dans les Inrocks, OK, vous avez le Monde qui est d'accord pour que vous écriviez. Et donc je proposais des articles à tous ces gens-là. Et ce qui était intéressant, c'est que on n'était plus dans la presse spécialisée, donc je parlais plus à des convertis. Donc il y avait des tas de choses qu'il fallait définir, et surtout, je n'utilisais plus pour parler du rap les mêmes angles que j'utilisais dans Radical. Vous voyez ce que c'est qu'un angle journalistique. C'est une problématique qui traverse l'article, et l'article répond à cette problématique. Donc on me demandait je parlais toujours de rap, mais avec des angles et des propos très différents. Typiquement, quand LIM, un rappeur de Boulogne complètement inconnu, à part des gens du rap à cette époque-là, on est en 2007, devient numéro 1 du top album devant Vanessa Paradis, brusquement le jour de la sortie de son album. Je suis allé voir le Monde diplomatique, je leur ai expliqué ce truc-là. Je leur ai dit, voilà, ce mec est totalement inconnu, il a fait le tour des cités de France, mais il est inconnu partout, il passe pas en radio, etc. Et il est quand même devant Vanessa Paradis. Ils m'ont dit, écoute, la musique de ce garçon est sans doute très bien, et on s'en fout complètement de son disque. Par contre, cette histoire, ça nous intéresse. Comment ça se fait qu'un mec qui est totalement inconnu soit écouté dans toutes les cités de France et puisse, comme ça, arriver numéro 1 du top de la Fnac, devant Vanessa Paradis et Julien Clerc, je crois, à ce moment-là. Et ils m'ont dit, là c'est intéressant, là il y a une histoire à raconter. Et ça c'est un truc que j'aurais pas forcément raconté dans Radical. Dans Radical, je serais allé voir LIM dans sa cité à Boulogne et je lui aurais dit, voilà, raconte-moi ton album, ton entourage, qu'est-ce que t'as fait. Enfin voilà, on aurait fait quelque chose de beaucoup plus classique, artistique, qui aurait intéressé les fans purs et durs de LIM, mais les lecteurs du Monde diplomatique, c'est pas les fans de LIM. En revanche, il y a une manière d'entrer dans l'univers de LIM qui va les intéresser. Et ça c'était vraiment super chouette justement. Et je pense que ça
aussi, pas moi tout seul, évidemment, j'étais pas le seul à faire ça, mais ça a contribué à désenclaver le rap qui était quand même réduit à ce moment-là uniquement aux magazines de rap et aux radios rap. Et il y en avait 2. Donc voilà, et donc le rap a commencé à se diffuser. Et parallèlement, il y a eu une espèce de formidable renouveau artistique dans le rap français, qui est lié à l'avènement de l'Internet 2.0, le user generated content sur YouTube, etc., où à peu près n'importe qui pouvait faire du rap, le mettre sur YouTube et le proposer. Alors qu'avant, il fallait passer par les maisons de disques, les labels, les radios, pour espérer être diffusé. Internet a vraiment beaucoup changé les choses à ce niveau-là. Et du coup, on avait accès à peu près tout, et en vrai, il y avait même plus besoin d'avoir un magazine qui nous dit, voilà, il y a tel truc qui est sorti, puisque tout était disponible. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Thomas, parce que c'est vrai qu'il a une vision plus large. Moi, je suis bloquée sur le hip-hop. C'est-à-dire que, effectivement, les grands médias, les grands magazines, les grands journaux nous regardent un peu de haut et donc ne comprennent pas notre musique, ne comprennent pas nos codes, et donc du coup il faut les séduire par d'autres portes, par d'autres, et en fait ça me gonfle. Donc par exemple France Culture, le frère de Poivre d'Arvor m'avait convoqué pour me dire j'aimerais bien que tu parles de hip-hop, mais l'architecture, faut vraiment que tu fasses un lien avec l'urbain. Tu vois l'architecture. Mais en fait je comprends pas ce que tu dis. Le hip-hop, il y a quand même, c'est une culture, il y a des codes, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui se saignent. En fait, on va raconter ce qu'ils font et comment ils le font. Non, il faudrait le mélanger avec bref. Et j'ai eu ça tout le temps. C'est-à-dire que là, on a un nouveau patron à Move qui lui veut bien parler de break, mais de ce qu'il mange le matin au petit déjeuner, ou de la paire de baskets, ou tu vois quelle tenue tu portes pour faire du break. Non mais les gars, ils se saignent pour faire un battle, je sais pas, et donc j'ai même plus les arguments parce qu'il ne comprend pas en fait notre culture. Donc du coup, lui, il veut parler de lifestyle, ou il veut parler d'architecture, ou il veut parler de ce garçon qui vient d'arriver premier, d'où vient-il, qui est-il? Enfin, à un moment donné, c'est la forme plus que le fond. C'est on vous regarde de loin. Vous êtes sympa, mais racontez-moi une histoire. Donc en fait, moi ça me gonfle, mais on est obligé de passer par là. Et c'est pour ça que là, il faut donner pratiquement le témoin aux jeunes journalistes qui eux grandissent avec ça, grandissent avec une vision plus large. Moi, je suis peut-être un peu trop bloquée sur l'artistique, ou en tout cas sur l'énergie, quoi. Alors qu'il faudrait peut-être effectivement croiser les chemins. Tu le fais très bien, il l'écrit très très bien et il le fait très très bien. Je dis pas que je le ferai pas, enfin je dis juste que c'est pas moi au fond, donc du coup ça me perturbe quand on me dit oui avec les breakers, parle de lifestyle, c'est bien. Bah non, en fait, je vais pas faire ça. Je ne peux pas tendre le micro à quelqu'un pour dire céréales ou pain beurre le matin, comment tu fais avant d'aller breaker, tu vois, c'est Nike ou Adidas le mieux pour breaker? Enfin, je peux pas. Je n'y arrive pas. Donc on arrive à un moment où moi je ne suis plus dans le fanzine Ours il y a très longtemps, dans le magazine Radical avec ma pochette de non, je veux pas de meuf à poil sur la pochette parce que c'est pas hip-hop. On n'est plus dans l'émission Génération DJ où le scratch bien placé. Tu l'entends le scratch bien placé là, ou le beat juggling? Bah c'est ça qui fait un bon DJ. Non, on n'en est plus là du tout. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un gap maintenant qui ne me correspond plus. C'est pour ça que du coup déjà, il y a plus de presse, il y a plus de radio hip-hop. Skyrock ne parle jamais de culture hip-hop, il n'y a pas d'édito. Ado FM ne parle jamais de culture hip-hop, il n'y a pas d'édito, il y avait que Move jusqu'à maintenant, où j'ai pu quand même, je me suis bien éclatée pendant 7 ans, parler du travail de Leila Si sur un court-métrage, parler de graffiti, parler de DJing, parler de rap patrimoine, mais je peux plus maintenant. Parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent non, en fait le rap c'est ouais, non, le hip-hop, c'est rien, le hip-hop, voilà. Donc, en fait, c'est compliqué, les médias et le rap, parce que tout dépend de qui tient la baraque. Et qui tient la baraque, c'est-à-dire qui tient l'oseille. Si demain, quelqu'un de très riche monte une radio et on va faire que du hip-hop et on va parler que de belles choses qui se passent dans le hip-hop, bah, ça serait super, sauf que, économiquement,
bah c'est pas viable, donc du coup on passe à autre chose, quoi. Et France Inter ne veut plus parler de rap, par exemple. Il y a même plus d'émissions musicales à France Inter. Vite fait le soir, là j'ai écouté hier, c'est pop, électro, mais il y a plus de chroniques vraiment musique. Aline Afanoukoé le fait en matinale une fois par jour, et c'est tout en fait. Et c'est toutes les musiques. Donc maintenant j'ai l'impression que le hip-hop, en tout cas le rap, est noyé dans les autres musiques, et que le hip-hop, on sait pas trop ce que c'est. Hein. Ah mais le graffiti c'est du hip-hop. Ah d'accord, donc la danse, le break ça fait partie du hip-hop. Faut tout leur raconter, faut tout leur expliquer, et je trouve qu'on a perdu en ça. Autant avant on était une niche avec les magazines, les émissions, les radios associatives, et tout le monde pouvait aller piocher dans cette niche. On pouvait aller acheter un magazine, puis un autre, on pouvait en acheter 4 par mois, on pouvait écouter plusieurs émissions, FPP, Génération, des émissions évidemment des radios locales, mais il y avait quand même Nova, avec les gens qui enregistraient les émissions. Mais maintenant, en fait, si on veut de l'information sur le hip-hop, on n'en a plus. Si, on en a, sur le web. Et c'est là que maintenant, il y a une autre façon de faire, c'est-à-dire que les rappeurs ont leurs propres médias. Justement, c'est ça que je voulais rajouter. Effectivement, donc tu dis les rappeurs. Moi, je pense il faut quand même les regarder en face, ces rappeurs, et je pense qu'ils se complaisent aussi beaucoup dans cette espèce de semi-médiatisation où on leur parle de lifestyle, etc., de choses pas très engageantes, y compris sur leur art, on va dire. Il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui. J'ai écrit 2 bouquins avec un collègue journaliste qui s'appelle Combat Rap. Il y a un volume 1 sur les États-Unis, un volume 2 sur la France, et là je cherche à en faire un 3e. Ces bouquins, c'est des recueils de très longs interviews avec des producteurs ou des rappeurs. Donc dans le premier, il y a Jay-Z, Public Enemy, Nas et compagnie. Dans celui sur les Français, il y avait Diams, Booba, enfin les usuels suspects des années 2000, quoi, les stars des années 2000. Et là, je fais la même chose sur, en gros, les stars des années 2010. Et ben, je me rends compte à quel point il est difficile de choper ces gars en interview, parce que c'est même pas qu'ils ont développé une méfiance à l'égard des médias, comme à l'époque, comme à mon époque, les rappeurs étaient méfiants de ce qu'on allait raconter d'eux dans les médias, parce qu'on avait fait passer Joey Starr pour un con et les autres pour des imbéciles, etc. Donc tout le monde se méfiait. Aujourd'hui, c'est même plus cette espèce de méfiance, c'est que ils voient pas l'intérêt d'aller parler avec un journaliste comme moi, surtout pour apparaître dans un livre. En plus, ça leur paraît complètement surréel. Eux, ils ont leur chaîne YouTube, leur chaîne Instagram, tout leur fil TikTok, etc. Et ils ont en plus de ça 2-3 médias comme Combini ou etc. qui de temps en temps vont leur faire des petites interviews futiles du type alors c'est quoi tes 3 spots pour l'été, ou c'est quoi tes 3 techniques pour draguer des meufs, etc. Donc en fait, ils considèrent que ils n'ont pas besoin de parler aux journalistes, ils n'ont pas besoin de la presse, ils sont devenus leurs propres médias. Alors on peut penser qu'ils sont devenus comme ça parce qu'on s'est trop foutu de leur gueule, ou en tout cas de la gueule de leurs aînés, on va dire. Mais on peut penser aussi que c'est juste qu'ils ont grandi avec ces outils-là et qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une interview dans Le Monde. Quelle est la plus-value pour, je sais pas moi, Gazo d'avoir une interview dans Le Monde? Je pense que moi, ma mère qui lit Le Monde s'en fout complètement de Gazo, et Gazo se fout complètement d'avoir l'assentiment de ma mère. En revanche, ils vont tous à France Inter faire une interview avec Léa Salamé. Voilà. Il y a quand même un côté, ils sont un peu attirés par le luxe, enfin, en tout cas, ceux dont on parle, les plus médiatisés. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a eu un vrai changement. C'est-à-dire qu'ils contrôlent, ils maîtrisent leur communication, ils voient pas aujourd'hui l'intérêt d'aller parler à des journalistes. Voilà. Il y a peut-être que nous qui trouvons ça intéressant. Enfin, moi, l'histoire, le projet artistique, la manière dont l'artiste se positionne par rapport à son projet, à son parcours, je trouve ça toujours très intéressant. Si je veux faire Booba en interview, je peux pas. Je suis qui, moi? Même en ayant Move avec moi, c'est-à-dire Radio France. En revanche, Léa Salamé, France Inter, il y va. Il y va en matinale. Et il répond à des questions débiles. Damso, c'est pareil. Damso, moi j'étais fan de Damso, le premier album. Je disais j'aimerais trop le rencontrer, fan dans le sens artistique, hein, on est bien d'accord. J'aimerais trop parler avec lui de son art. Je peux pas. Par contre, il va chez Léa Salamé. Donc du coup maintenant on en est presque à l'inverse de ce qu'on vous racontait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va monter des équipes de journalistes qui vont aller chez les rappeurs en leur disant vas-y, enfoiré, tu vas faire l'interview. Ouais, braqué. Donc voilà, et donc il y a tout sur Internet, il y a aussi des rappeurs qui interviewent d'autres rappeurs, il y a aussi des pseudo-journalistes qui interviewent des artistes, il y a un petit peu de tout, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a YouTube, faites votre choix, il y a des YouTubeurs qui aiment beaucoup ça aussi, il y a des YouTubeurs, alors oui, j'ai découvert ça il y a quelques années, qui décortiquent les albums.
Bon, et il y a des gens qui regardent ça pendant 1h30. Alors là, il a dit ça. Bon. Moi, je regarde. Je suis très client de Ah ce genre ouais, de- c'est vrai parce que, mais t'es c'est qui, ça aussi. toi, pour me dire. C'est ça aussi qui est intéressant dans le développement d'Internet et des possibilités que ça offre, c'est qu'il y a des mecs qui sont des super geeks dans leur coin, qui connaissent super bien le rap, qui savent très bien l'analyser et qui sont capables de tenir 50 minutes à vous parler du dernier album de Damso. Et moi, je trouve ça, moi j'aime bien. Je trouve ça super intéressant. C'est quand c'est bien fait et que c'est pertinent. Il y a des mecs qui parlent super bien et ils ont pas besoin d'avoir qu'on leur ouvre des piges dans Libération. Ils peuvent très bien le faire sur leur chaîne TikTok et ça fonctionne pareil, quoi. Et moi, je le regarde quand même. Et Dossé, qui a été en interview il y a pas très longtemps par Claire Chazal, et Claire Chazal a annoncé Dossé en disant Un petit jeune qui monte. Je sais pas si vous voyez qui est Dossé, mais il a quand même une carrière conséquente. Mais voilà, bon, là on est encore dans le côté, encore les médias traditionnels qui ils savent pas vraiment de quoi ils parlent. Mais qui en parlent quand même parce que malgré tout ça reste quand même un énorme phénomène de société. Je veux dire, moi mes gamins qui ont 5 ans ils écoutent que ça, donc c'est bien que quelque chose a changé par rapport à notre époque, et donc bon, entre guillemets, il faut bien en parler. Et puis c'est la diversité, enfin il y a tout un tas de mauvais prétextes pour lesquels on aborde ce hip-hop, quoi. est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on est là. Et juste, je voulais rajouter, il y a quand même, donc sur Internet, parce qu'on a dit beaucoup de mal à Internet, il y a quand même de la super bonne information, hein. Il y a des super bons sites, des super bons journalistes, et voire des blogueurs qui sont pas des journalistes, mais qui font des super trucs, des super analyses ou des très bons interviews. Pas du tout. Alors. Ah oui, la lumière fut trop bien. Vous êtes beau, dis donc. Il y a de la lumière, en fait, il fait jour. Il fait jour. Coucou. Moi, j'ai une question. Du coup, la radio, elle n'a pas migré, elle aussi, sur Internet? Les podcasts, toutes ces émissions? Si, c'est vrai. Et notamment Non, en mais la rap, radio a migré à la télé déjà. Déjà, la radio, elle est filmée maintenant. Oui. Non, mais... Et ensuite, effectivement, tu as ce qu'on appelle podcast natif, c'est-à-dire que c'est pas du tout à l'antenne. Donc, tu as maintenant 2 médias. Tu as la radio, le flux, qui est diffusé, et tu as la radio en podcast que tu peux écouter quand tu veux. Donc, moi, par exemple, je viens de faire un podcast sur Dan de Ticaret. Je sais pas si vous voyez, Ticaret, c'est la première boutique hip-hop à Paris. Dan a peu près 60 ans, et donc là il a raconté en 3 épisodes l'histoire de sa boutique, de son studio d'enregistrement, etc. Et j'ai adoré faire ça, mais j'aurais adoré de le faire plus tôt à la radio, en fait. On a rendez-vous avec Dan de Ticaret. Je donne rendez-vous aux gens qui sont disponibles et intéressés pour écouter Dan de Ticaret. Alors là, évidemment, c'est bien parce qu'on peut aller choper le truc comme on veut, mais c'est noyé parmi tellement d'autres podcasts. On en parlait tout à l'heure, des podcasts qui sont pas très bien foutus, qui sont pas qui sont pas à la hauteur. Donc tout le monde fait des podcasts aujourd'hui, et tant mieux ou tant pis. Je sais pas. À un moment donné, ça va se resserrer. C'est comme maintenant il y a de moins en moins d'émissions. Aussi à la radio, beaucoup plus de musique, de LOL, de petites infos comme par-ci par-là, mais moins d'émissions en profondeur sur la musique, je trouve, parce que les gens ne restent pas. En fait, il y a une économie, il y a des médias, il y a médiamétrie à la radio. Donc à partir du moment où on voit que l'émission qui parle de musique, où il y a beaucoup de chroniqueurs, où il y a beaucoup de blabla, ne fonctionne pas, on la remplace en fait, même à France Inter. Après, en ce qui concerne les podcasts, c'est vrai que le hip-hop, c'est notamment français, c'est beaucoup développé à travers les podcasts, mais il y a vraiment des choses géniales dans les podcasts qui concernent le rap français. Je pense à Grunt ou à BPM ou des choses comme ça. Il y a vraiment des sources d'informations qui sont fiables et vraiment intéressantes. T'entends? Oui, on t'entend, je crois, non? On m'entend? Ah oui, là, nickel. oula, non? On m'entend? Ah oui, là, nickel. oula. Excusez-moi, nickel, Tu tout vas va nous bien. faire un petit 16, là, non? Tout va bien. Alors du coup, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au fait que les artistes n'étaient plus forcément intéressés par le fait d'être interviewés. Et moi, étant artiste, je pense que le souci vient peut-être aussi d'un problème de légitimité qu'on trouve dans le problème journalistique, parce que comme vous avez expliqué, l'écosystème il a changé, ce qui fait qu'il y a une économie qui s'est basée autour, ce qui fait que actuellement on voit plus des passionnés mais des carriéristes en fait. Donc je pense que c'est ça le problème aussi qui fait que les artistes ne sont plus tellement intéressés par le milieu journalistique, on va dire. Alors t'as raison, et en même temps t'as pas raison, parce que moi Ouais. quand j'ai le micro-move dans des festivals, Ouais. je suis assaillie par des jeunes rappeurs Ok. qui me donnent leur CD ou qui me demandent mon numéro de Mais téléphone pourquoi? Parce que pour Move, savoir si je ouais. peux être diffusée. Ok. Alors ok. moi j'explique que je ne peux rien faire, que je ne peux pas Ok. mettre un disque dans la programmation de Move, que c'est une autre façon de faire maintenant, Ok. et qu'effectivement autant en radio associative avant
Bon bah, j'ai une émission de 2 heures, si je veux passer ton disque, je le passe parce que c'est moi qui mets la musique de mon émission. Mais c'est une radio associative. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Ouais, tu vois, donc je vois qu'il y a des gens qui veulent quand même qu'on diffuse leurs disques et qui veulent quand même qu'on les interviewe, qu'ils viennent à l'émission faire un live, faire une émission, quoi, être interviewé. Donc ça, je le vois pour la radio. Après, effectivement, il disait plutôt ça pour son bouquin, c'est ça? Ok. Ouais, moi je disais plus ça pour mon bouquin. Et effectivement, c'est après, je pense que c'est des gens. En l'occurrence, je parlais de PLK, avec qui par ailleurs je m'entends très bien, mais qui me dit. Ouais, bon, écoute, moi j'ai un planning surbooké. Bon, je sais pas si c'est très utile. Voilà, ils pensent en termes de ce que ça va leur coûter, ce que ça va leur rapporter, on va dire, pas forcément financièrement, mais même en termes d'image, etc. PLK, quand il était gamin, il a jamais ouvert un magazine de rap en voyant qu'il y avait Dr. Dre qui faisait une interview. Ça lui parle pas. C'est pas un truc. Par contre, il a une chaîne TikTok et il aime bien dire des trucs dessus. Ou voilà. Et pour lui, c'est comme ça qu'il se médiatise. Et comme ça, en plus, il a la sensation qu'il maîtrise totalement sa communication. Voilà. Et donc, il passe essentiellement par ces canaux-là. Donc, ça lui paraît. C'est peut-être un peu la cerise sur le gâteau, mais ça lui paraît, comment dire, superflu. Voilà. Il trouve pas ça nul, mais il trouve ça superflu. Il a pas l'utilité de le. Je pensais plus ça. Toi, si tu veux promouvoir ton disque, tu ferais quoi? Tu irais vers quel média? Alors, principalement, ça passe par la promotion digitale. Hein. C'est ça. À vrai dire, parce qu'en fait, les médias sont saturés. Ils ont des agendas, des plannings limites à l'année. Ouais. Donc, en fait, tu te retrouves sur une liste d'attente. Donc, en fait, les seuls médias que t'as, c'est tes médias principaux, donc tes réseaux sociaux. Donc, à base de AdSense, etc., créer des petits concours, des choses comme ça, en fait. AdSense? C'est quoi ça? C'est AdSense, Instagram, tout ça, quoi. YouTube, les choses comme ça. Ok. Et à vrai dire, tout est saturé en fait d'un point de vue média, que ça soit les combini, les tout ça. Bien sûr. Donc et même en tant qu'artiste, on a plus le sentiment clairement qu'il y ait cette découverte en fait. Il y a plus cette démarche de découverte de la culture en fait. Je suis hyper d'accord. Donc alors, mais même au niveau des journalistes comme nous, à Radical, on devait recevoir, je sais pas, peut-être 30 disques par an. Moi, je viens de passer 5 ans chez Spotify où je m'occupais de tout l'écosystème des playlists éditoriales. Okay. Ouais. Et il y avait peut-être, je faisais des mises à jour hebdomadaires, j'avais peut-être 250 morceaux de rap français toutes les semaines. J'étais tout seul. Il y a forcément des trucs que j'ai pas vu passer, quoi. J'ai essayé d'en écouter un maximum, mais c'est tellement, le rap est dans vraiment une logique de surproduction, quoi. Ça sort des morceaux tout le temps. Que vous soyez en bas de l'échelle rap ou en haut de l'échelle rap, c'est tous les jours, il y en a tout le temps. Donc c'est à la fois pour les auditeurs et pour les gens qui voudraient essayer de faire le tri pour donner leur avis à des gens, c'est super compliqué, quoi. Il y en a vraiment dans tous les sens. Et donc, effectivement, dans les médias, il y en a aussi dans tous les sens et c'est, tout ça est un peu indifférencié et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que le rap c'est impossible d'y comprendre quoi que ce soit, il y en a beaucoup trop, il y en a dans tous les sens, quoi. Merci. Une question. De toute façon, ça va être là. Hein. Oh là, il est là. Bonjour. Ah, puis là aussi. Bonjour. Juste une question. A-t-on vraiment envie que d'autres gens que ceux qui savent s'intéressent à notre culture? Ah ben non, moi je préfère que ce soit moi. Non, on s'entend. Ce que je veux ouais. dire par là, aujourd'hui, c'est de la fast culture. Les mecs, s'ils n'ont pas envie de faire des interviews fleuves, c'est parce qu'ils ont peut-être pas de quoi. C'est une vraie question aussi, ça. Je suis d'accord. Ils ont peut-être pas de quoi alimenter, de quoi intellectualiser, de quoi échanger. Est-ce que voilà, je voulais aussi vous mettre face à cette réalité qui m'attriste un petit peu aussi quand même, parce qu'il s'agit de la culture est quelque chose qui se cultive, qui s'enrichit justement dans la réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans peut-être j'espère la crise d'adolescence justement cette autopromotion, les réseaux, parce que même quand on parle de combini, de tout ça, c'est quoi le contenu? C'est 1 minute max. Ouais. C'est du LOL, quoi. du fast. Donc voilà, a-t-on vraiment envie? Mais c'est marrant que tu dis ça parce que je pense qu'effectivement, ils veulent tuer leur père. Ils veulent tuer le hip-hop, tu vois, genre l'homme pâle chez Trapenard à France Inter, il dit non, je fais pas du rap. Non mais il est rappeur. Et en fait, il veut s'écarter de ça pour évidemment pas dire que il est comme les autres. C'est-à-dire les autres qui sont dans le rap et qui ont des codes, on les comprend pas. Lui, il veut qu'on soit un poète, un peu comme quand on disait Oxmo, c'est le poète noir. Voilà, c'est les autres qui disent ça. Eux, ils font du rap en fait. Et donc du coup, effectivement, peut-être que il faut refuser, je pense, pour les artistes, mais c'est difficile de dire ça, je suis pas artiste, d'aller
chez Claire Chazal, qui va dire le jeune rappeur, qui va aller, je sais pas, chez Léa Salamé, qui va lui parler d'argent, de prison, qui va pas lui parler de son disque à Booba, qui va pas lui parler de son disque à Damso, mais de le morceau que pour lequel t'as eu un problème, tu vois. Ou le clash du moment. Enfin, Oui, voilà. le clash du moment, ouais. Je sais pas, il faut où ça vient des rappeurs qui devraient pas accepter ces trucs-là, ou ça vient de nous, journalistes rap passionnés, de les forcer à faire, de les forcer, de les inciter à répondre à nos questions à nous. Je sais pas. Après, je comprends totalement ce que tu veux dire, Leïla, mais je pense que c'est... Enfin, malheureusement, ils font un peu l'économie d'un raisonnement, de refuser de se présenter à cette interview. Parce que moi, j'ai eu tout type de rappeurs en face de moi durant ma carrière. Il y en a qui s'expriment plus ou moins bien, etc. Mais quand la personne qui est en face d'eux est quelqu'un de sensé, qui connaît son sujet, parce que c'est quand même ça la base de l'interview, qui connaît son sujet et qui cherche à les faire accoucher de quelque chose, à les faire cheminer ou à leur faire parler de, ben voilà, comment ils ont, c'est quoi l'idée de ce morceau, pourquoi il a été conçu de cette manière-là, pourquoi il y a, enfin voilà, des choses techniques qui sont un peu de la cuisine de tous les jours qu'ils font dans leur studio, eux qui sont passionnés de ce truc-là. Donc c'est assez facile pour en parler. Je pense que je sais pas si c'est qu'ils veulent le garder pour eux ou si c'est qu'ils ont peur de pas être entre guillemets assez brillants, parce que c'est vrai que pendant longtemps on a toujours voulu voir dans le rap, moi je me rappelle quand le rap passait à la télévision, il fallait toujours qu'ils aient un propos engagé, on leur posait toutes les questions sur ça, limite il fallait paraître intelligent, alors que les mecs du rock étaient pas beaucoup plus intelligents, c'était exactement les mêmes, et qui racontaient aussi n'importe quoi dans leurs chansons. On a toujours voulu leur mettre sur la tête un côté genre c'est des lascars avec des solutions pour la société, quoi, alors que ça a jamais été ça. Et donc peut-être qu'il y a ce truc qui est resté et qu'il y a un inconscient collectif du rap qui se dit ouais, on va encore nous faire passer pour des hommes politiques de banlieue. Peut-être qu'il peut y avoir ça. Je suis pas sûr que ça concerne la génération des mecs qui ont 20 ans aujourd'hui. Je crois que ils ont... J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y en a certains qui ont aucune conscience de ce qui s'est passé avant eux d'ailleurs, hein, qui connaissent pas ce qui s'est passé dans les années 90, même dans les années 2000 par exemple. Est-ce que c'est de notre faute, ça? Est-ce que nous, en tant que journalistes, on est passé à côté de quelque chose, on n'a pas assez forcé le trait? Est-ce que on a une part de responsabilité que les gamins aujourd'hui ne connaissent pas? Je pense à Kobalade qui disait qu'il connaissait pas Ayam. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est la faute à qui? Bah, on peut aussi considérer que c'est la faute d'un manque de curiosité de certains artistes qui n'ont pas envie d'écouter la musique avant eux. Ça les regarde. Après tout, moi, je connais pas tout ce qui s'est passé en rap depuis le début. C'est pas ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, bien sûr. C'est juste que je me dis, mais quand même, on a fait des magazines, il y a des je pense qu'on a fait ce qu'on a pu aussi à une époque où c'était quand même pas évident de parler de rap dans les médias, quoi. C'était quand même compliqué. Il y avait une question par ici? Oui. Ah, il y a un micro déjà. Ouais. Bonjour. Salut. J'ai une petite question. Oula. Vous êtes devenu journaliste hip-hop, mais quelle a été votre influence pour devenir journaliste hip-hop? Est-ce qu'il y a un rappeur dans le temps qui vous a marqué pour vous dire tiens, je vais devenir journaliste hip-hop? Moi, j'ai toujours voulu... Je crois qu'à la base, je voulais être journaliste. Parce que je suis dans une famille où mes parents étaient très à cheval sur l'info, il y avait tout le temps la radio à la maison, enfin l'information, et en particulier je me rappelle l'information qui venait du bout du monde, quand on entendait des trucs qui se passaient au Brésil ou en Australie, je me disais putain c'est quand même merveilleux d'arriver à transporter ces informations, d'arriver à savoir ce qui se passe au bout. Bref, donc j'ai toujours voulu être journaliste, et en fait je crois que ça s'est fait de manière fortuite. Les premiers CV que j'ai faits, je les ai naturellement envoyés dans des rédactions de rap parce que je me disais au moins là ils comprendront de quoi je parle, et puis si j'arrive dans la rédaction je serai pas en terrain complètement étranger, je saurai qui j'ai en face de moi et je saurai en parler. Donc ça s'est fait un peu. Le Monde m'aurait répondu pour la rubrique économique, je serais peut-être allé chez eux, mais il se trouve que c'est des canards de rap qui m'ont et j'étais super content parce que c'était quand même ma culture depuis j'avais un peu tout fait, un peu comme tous les journalistes. J'ai fait un peu de rap, un peu de graffiti, un peu voilà, un peu de garde à vue. Mais pas plus que j'en ai jamais fait mon métier, quoi. Je crois que tu arrivé un petit peu après notre introduction où on racontait en fait, et donc moi je racontais que je suis arrivée dans le journalisme par le hip-hop et par la passion pour le hip-hop et notamment le DJing. Donc s'il y a une personne que je retiens aujourd'hui, que j'ai beaucoup regardé, je crois que je connais plus ses mains que autre chose, c'est Dynasty. Parce que vraiment c'était le DJ qui m'a le plus marqué au début. Puis après les compétitions, tout ce qui est Crazy Bee, les championnats DJ Mousse, etc. Donc oui, j'ai vraiment par la technique DJ, c'était ma grosse passion pendant longtemps. La danse aussi, le rap, j'étais NTM surtout, beaucoup plus que autre chose. Donc je faisais tous les concerts à Saint-Denis, des concerts un peu chahutés. J'étais peut-être la seule femme
au concert d'Onyx à La Cigale, où il y a eu une grosse bagarre. On était peut-être 3 femmes au concert de Snoop où il y a eu une bagarre générale. Donc j'ai fait pendant 1995, pendant la grève, la grosse grève, Saint-Denis, le Palace pour aller voir Lord of the Underground qui était en concert. Donc ouais, j'étais vraiment une dingo. Mais je pense que ça correspond vraiment à une jeunesse. On en parlait avec Nicolas Xolé, s'il est dans les parages. Ça correspond vraiment à une adolescence un peu tardive, ou un truc un peu voilà, énervé. Oui, allons brûler les vieux à l'Élysée. Oh, tu payes tes impôts, tu payes ton loyer, tu vas rien brûler du tout. Mais ça faisait du bien, un peu comme quand tu vas dans un match de foot, tu vois, où tu craches par terre, tu t'énerves, t'insultes. Bah aller à un concert de rap un peu vénère comme ça, c'était le moment un peu exutoire. Écouter aussi du rap très fort comme ça, avoir la tenue, espèce de communauté. J'avais besoin de ça, et c'est pour ça que je ne retrouve plus ça maintenant, bien des années plus tard. Et on a contribué, Thomas et moi, ainsi que plein d'autres, à faire en sorte que ça devienne mainstream. Donc on voulait que tout le monde nous écoute, on voulait que ça existe vraiment dans les oreilles de tout le monde, mais à la finale, c'est pas foufou, quoi. Bah, c'est quand même dans les oreilles de tout le monde. Hein. Je veux dire, les rappeurs des années 90 sont probablement ravis de voir ce qui se passe pour les rappeurs des années 2020, qui sont les superstars, qui gagnent leur vie avec ça. Voilà. Peu importe le niveau des revenus qu'ils en tirent, mais enfin, il y a beaucoup plus de gens qui en vivent aujourd'hui, quoi. Mais je pense que vous avez raison, parce que le premier la première mixtape qu'on a écoutée dans tous les quartiers, c'était Dynasty. C'est lui qui a tout ramené de New York. C'est lui le premier qu'on a écouté, mais en boucle. Ah bah c'est le papa des DJ, oui. Mixtape, et c'est lui, je pense, pas le fondateur, on va dire, mais si, clairement, le fondateur, il a vraiment fait circuler énormément d'éléments culturels qui ont circulé. Et vous, à Nancy, votre référence à vous, à Nancy, c'est qui? En rap, en DJ, en danse, en culture hip-hop, en MC, en... Avant, pour les anciens qui sont là, il y avait les Capouches Basses. Ça, c'était un bon groupe de rap. Après, est-ce que tu peux répéter le nom? Les Capouches Basses. Capouches Basses. C'était un ancien groupe monté à Lac-sous-Provence, avec des bons danseurs. Et ça, c'était un bon groupe de rap. Après, il y a eu, il y a Rachid Wallace. Rachid Wallace, ouais. Avec, qui lui vraiment est encore dans le rap, passe même dans les écoles faire des cours d'écriture. Et en DJ, on en a eu quand même des bons. On a eu quand même Funk Mask, qui est un des tout premiers DJ ici, hein. Parce que nous, on est des danseurs, et si on ne l'avait pas eu lui, on n'aurait pas pu danser. Eh ben oui, alors tu vois, tu parles de rap, de DJ, de danse, c'est ce qui faisait le hip-hop avant, et c'est pour ça qu'on avait un magazine qui parlait de toute la culture. Aujourd'hui, quand tu dis hip-hop, les gens pensent danse hip-hop. Pensent danse et pas culture. Par exemple, Radical, il y en avait un qui l'a acheté, il le faisait tourner à tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. C'était la base. C'est vrai, en plus, hein. Mais je pense qu'effectivement, à l'époque, enfin, moi, en tout cas, en tant que jeune b-boy, quand j'avais 12-13 ans, j'étais sensible à, en gros, tout ce qu'on appelait toutes les disciplines du hip-hop. Je faisais un peu de graffiti, je faisais un peu de tag, je faisais un peu de breakdance, etc. Aujourd'hui, les rappeurs sont des rappeurs. En fait, les gens, au fur et à mesure que il y a une économie qui a été générée par ces différentes disciplines, que ce soit le graffiti, la danse ou le rap, et ben les gens se sont, entre guillemets, spécialisés, quoi. Supreme NTM, ils faisaient de la danse, du graffiti et du rap. Bon, ça a marché dans le rap, ils ont appuyé sur ce bouton et ils ont fait beaucoup moins de danse et beaucoup moins de graffiti. Ils se sont professionnalisés, sont devenus des oui, pros. Mais en même temps, quand Time Bomb arrive, tu vois, c'est tellement une claque que tu t'en fous de pas voir de DJ. Enfin, il y a DJ Sec, DJ Mars, mais tu te dis pas, ils sont où les danseurs, ils sont où les graffitis. C'est tellement une claque du rap français que du coup tu te dis pas, tiens, il y a pas de danseurs. Donc on a avancé aussi comme ça. Les danseurs ont fait leur propre battle, leur propre circuit, et puis les rappeurs ont sorti leurs disques. Et moi je trouve ça normal. Alors peut-être qu'effectivement c'est l'économie, l'argent qui a changé, l'argent pourrit les gens, qui a changé. Je disais pas ça dans le sens l'argent pourrit les gens. Je disais dans le sens de spécialisation économique, quoi, de générer une économie autour de quelque chose qu'on fait ou qu'on estime qu'on fait correctement et donc on peut en vivre, quoi. On peut... Mais je pense qu'il y a eu quand même un glissement en fait au niveau de la hip-hop passion ou hip-hop business. Ah, mais bien sûr. Et je pense qu'on perd un peu. Bon, moi, je vois, ça fait 20 ans que je fais de la danse. J'ai un peu arrêté, mais bon. Et j'ai vu un peu la différence entre le rap de l'époque dans les années 90, où, comme vous disiez, en fait, c'était rap revendicatif quand même, la plupart quand même. Et on avance dans le temps avec les nouvelles technologies et ainsi de suite. Et on a l'impression que tout le monde peut faire du rap, quoi. Et puis tout le monde peut réussir. Et on perd vraiment, je dirais,
le cœur même de Ouais, l'essence. Ouais, l'essence même. Mais quoi. en vrai, tout le monde peut faire du rap. Précisément parce que c'est une musique qui a été inventée justement parce qu'elle était facile à faire. Il nous suffisait de 2 machines, il n'y avait pas besoin d'un orchestre et d'un studio. Mais les gens qui se sont, je suis désolé, j'ai mangé la réponse que je voulais faire à ta remarque. Poursuivre, ça va. Mais c'est sûr qu'on a perdu l'essence et la culture hip-hop. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le moment maintenant, alors qu'on a 40 ans de hip-hop en France, de dire ce que c'est, de l'expliquer. Vous êtes encore vivants, vous êtes des danseurs d'ici. Quand vous êtes en transmission avec des jeunes de quartier, c'est à vous de transmettre. C'est à nous aussi en tant que journalistes de rappeler. Alors si on peut, parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile maintenant de s'imposer dans les médias. Donc c'est à chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on rencontre un jeune, tes enfants, mes filles, vos enfants ou des enfants que vous croisez, de rappeler ce que c'est que la culture hip-hop, de rappeler qu'il y a des codes, des valeurs, que la danse hip-hop, ça fait partie de la culture hip-hop, que le rap, le graffiti et il y a même du beatbox, d'aller voir Eclipse, il est en spectacle à Paris, tous les vendredis soirs, il faut emmener ses enfants en fait. Il faut y aller. C'est du beatbox. C'est génial, il imite plein de rappeurs. D'ailleurs, on croit à chaque fois que Joey Starr est dans la salle, tellement il est fort. Et donc, il fait un spectacle mélangé humour et beatbox. Il faut y aller. Mais c'est vrai que ça vient pas à l'idée. On va aller voir un humoriste, on va aller voir connu, on va aller voir Farid, on va aller voir. Mais on a Eclipse aussi. On a nos rappeurs. Roca, il est cette semaine à la place à Paris. Pourquoi on va pas voir Roca? Pourquoi on va pas voir Roca? Donc voilà. Parce qu'on est trop vieux. Parce qu'on est trop vieux. Mais il faut quand même y aller. On n'est pas assez vieux, on n'est pas en fauteuil roulant. On peut y aller quand même, tu vois. On peut aller applaudir un battle de danse. On peut parce que c'est notre culture. Donc il faut pas qu'elle reste dans notre placard à prendre la poussière. Non, parce que ça, en fait, c'est du vrai rap à texte, on va dire. Oui, mais pourquoi tu vas pas voir Roca? Parce que je suis pas à Paris. Ah oui, non, mais je veux dire, si t'étais à Paris. Si je serais à Paris, Non, mais j'irais c'est le du voir. vrai rap à texte, mais Parce après on que- rentre dans des débats esthétiques. C'est-à-dire, il y a du rap qui n'est pas du rap à texte et qui est pourtant super bien, quoi. C'est pas. Là encore, on en retombe sur le côté il faut dire des trucs bien importants et intéressants dans le rap, mais pas que en fait. On peut très bien faire la fête aussi, quoi. Oui, mais on peut pas rester trop old school, on va dire. Faut bien que ça évolue le rap. C'est comme tout. C'est comme la danse, c'est comme le BMX. Voilà, ça évolue. On peut plus. C'est bon. C'est vrai que je vais pas écouter la Moulaga, mais voilà quoi. Ils ont leur moment à eux. C'est pas nous, on peut pas venir et critiquer. Voilà, t'écoutes ça, t'écoutes ça. C'est la vie. musique Non, de jeunes. et puis en même temps, je pense qu'on peut pas non plus leur en vouloir. Les rappeurs qui font du rap aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas grandi avec la même culture musicale que nous. Moi, j'ai grandi avec Big Daddy Kane et compagnie. Eux, ils ont grandi avec les hits de Daft Punk, etc. Ça va bien au-delà du rap. Ils ont une culture musicale qui est beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle ça se ressent dans leur production à eux. Les gamins qui produisent le rap d'aujourd'hui, ils sont nés en 2003, quoi. Ou 2005, ils ont pas du tout, ils ont pas grandi avec Time Bomb, ils ont nos canons, c'est des trucs de vieux entre guillemets, même si c'est très bien, mais c'est des trucs d'anciens qui leur a. Et en ça aussi, YouTube a énormément joué sur l'évolution artistique du rap, puisque les gamins, ils écoutaient pas uniquement du rap quand ils étaient gamins sur leur YouTube, ils écoutaient Daft Punk, Beyoncé, enfin tout quoi. Tout pouvait rentrer potentiellement dans leur culture musicale, et ça se retrouve quand ils produisent leur musique à eux, quoi. Donc fatalement, c'est. En tout cas, merci à Benjamin Epps, il sort un album bientôt et c'est vachement bien. Et lui, il est d'ici, il est du coin. Et il a 22, 24 ans et quelque chose comme ça. Donc, il est un jeune rappeur, mais qui fait de la musique de vieux. Mais c'est marrant. Mais périodiquement, il y en a comme ça. 1995, quand ils sont arrivés, clairement, on aurait dit des gamins qui étaient furieux de pas avoir eu leur Time Bomb et leur Supreme NTM, donc ils voulaient refaire pareil, quoi. Et donc ils ont fait un truc qui était à la manière de un peu la fin des années 90, quoi. Merci beaucoup de nous avoir... Ah, pardon, il y a encore une question. Ah, encore Excuse-moi, une ma question. vie, je t'ai pas vu. Il n'y a pas de souci. Du coup, plusieurs remarques. Déjà, notamment par rapport à justement au décalage générationnel. Moi, j'ai pas l'impression d'être si âgé que ça, et pour autant, je vois déjà qu'il y a un décalage. Mon beau-frère, il est lui-même rappeur. Il appartient au groupe Stratégie de Paix, qui est aussi un groupe plus ou moins local, puisque maintenant ils sont un peu dispatchés. Mais il y a eu pendant longtemps l'organisation de Underground qui invitait des rappeurs d'un peu partout avec le collectif Need Gap, mais même ma propre sœur qui est prof, elle se rend compte qu'avant elle utilisait des textes de rap avec ses élèves, elle est prof de français et d'histoire, et maintenant ça leur parle pas du tout en fait, les textes qu'elle leur propose alors qu'elle a qu'une quarantaine d'années, et ben pour eux ça leur parle pas du tout, même du Kerry James ou des choses qui sont quand même
relativement actuel, eh ben ça leur parle plus, donc il y a ce décalage-là. Bon, après on va en parler au niveau sociologique, mais est-ce que justement cette difficulté de dialogue entre les médias et les rappeurs ou les personnes qui appartiennent à ce milieu hip-hop ne sont pas en lien non plus avec la difficulté, quand on est transfuge de classe, de passer aussi de cette culture populaire à justement emprunter des codes de la culture dominante. Je pense qu'il y a aussi quand même cet aller-retour difficile entre le fait qu'on vienne d'un milieu populaire et que d'une certaine manière, si on veut arriver à se disperser dans toute la société, il faut malheureusement qu'on passe par des fois l'accès à une culture dominante, mais qui nous parle pas forcément en fait. Donc c'est compliqué d'arriver à jongler parfois. Alors le truc, c'est qu'il y a plus un rap, mais des raps, que ça va très très vite. Il l'a dit Thomas, il écoutait à Spotify, je sais pas comment t'as fait, 250 morceaux par semaine pour essayer de faire des playlists, pour faire des playlists d'ailleurs, enfin en tout cas pour mettre en avant certains artistes ou les sorties de la semaine. Donc ça va hyper vite. Et moi je suis pas du tout, mais même aux États-Unis, J.R. Ewing qui est un DJ, il disait autant avant il recevait des disques, il avait le temps de les écouter, autant maintenant il a une production toute la nuit. En fait, il pourrait écouter des disques du gouffre, underground et tout, pour faire ses mixtapes underground. Donc tout va hyper plus vite d'une mode à l'autre. Il y a eu la mode du jeune rappeur avec le cheveu bouclé. Paf, 3 mois plus tard, on passe à quelqu'un d'autre. Paf, on est sur Kobalade. Paf. Et donc les gamins sont comme ça. On va aller au concert de Zola. Ah bah non, le Zola c'est qui? Ouais, on va aller au concert. Enfin, et Aya Nakamura et compagnie. Enfin, ça va très très vite quoi. Autant nous avant. Encore une fois, je traversais la France pour aller voir un groupe de rap français. De rap américain, pardon, où on attendait avec tellement d'impatience les concerts de rap. Autant maintenant, c'est de la consommation rapide et les parents accompagnent les enfants au concert. Là, il y a eu l'homme pâle, c'était full, c'était que des enfants et des jeunes filles. Le concert de Zola, le concert, voilà. Donc les parents accompagnent leurs enfants, ils attendent dehors où ils font le concert, et après ça va être complètement autre chose et ça va très très vite et c'est de la surconsommation. C'était pas notre cas avant, évidemment. Ok. Oui, bonjour. Bonjour. On m'entend bien? Ouais, c'est bon. Oui, j'avais une question. Vous avez beaucoup parlé des canons du rap. Des canons du rap, Roca, etc. D'ailleurs, pour répondre à la question, la raison pour laquelle... Mais pourquoi tu vas pas voir Roca, Parce qu'il est dépassé, tout simplement. Il est quoi? Parce qu'il est dépassé. Il est dépassé. Roca, je l'écoutais quand j'avais 14 ans. C'est sûr qu'il a pas d'album là, c'est sûr, oui, dans bien les sûr. collectifs Rap 3, effectivement, j'en ai bouffé des magazines Radical, etc. REM, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. RER, pardon, ouais, c'est celui que j'ai le plus bouffé parce que c'était le moins cher, je crois. De mémoire. Ouais, je sais, c'est moi qui étais payé dessus. Radical, je crois que c'était papier glacé, c'est ça? Ouais, ça donnait pas tellement envie parce que c'était un peu plus cher, mais c'était classe. C'est vrai qu'il y avait des très beaux articles. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous inspire, vous, aujourd'hui, dans la nouvelle génération? Alors moi justement je trouve il y a un truc c'est marrant parce que j'ai eu une discussion hier avec ma sœur qui est pas du tout dans le rap, enfin elle est pas du tout dans le rap mais enfin elle écoute la radio aujourd'hui, fatalement elle écoute plein de rap et c'est marrant parce qu'elle me disait mais je comprends pas, moi j'aime pas le rap. Et je lui disais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qui n'a plus de sens. C'est comme de dire j'aime pas le rock ou j'aime pas le jazz. Totalement d'accord. Le truc est tellement varié, ça va tellement de là jusqu'à là, en termes de spectre artistique, d'usage d'instruments, de tessiture de notes, de hauteur, de rythme, de tempo, de BPM, de tout, de discours, de provenance socio-géographique ou économique des rappeurs, de provenance. Déjà, encore une fois, le user generated content a fait du bien. On a découvert à ce moment-là qu'il y avait des rappeurs à Caen, à Reims ou à Bordeaux, etc., et qui pouvaient devenir des superstars comme Orelsan. Jusqu'à ce moment-là, c'était Paris et la banlieue parisienne, essentiellement le rap. Il y avait Marseille, c'était un cas à part, mais je veux dire, il y avait personne de Bordeaux, personne de Montluçon ou de Briançon, quoi. Aujourd'hui, il y a des rappeurs de Brest, des rappeurs de Reims qui sont connus dans la France. Il y a un blanc, fils de proviseur, qui est devenu une superstar, et qui vient de province, etc. Donc je trouve qu'il y a moi, je trouve que finalement, c'est aller pour le mieux en ce qui concerne la qualité artistique du rap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver du rap qui vous intéresse, il y en a. Il y en a forcément. Vous aimez le rap cool, le rap jazz, le rap dance, le rap... Il y en a partout. Tout le monde il y a des foules de propositions artistiques, ce qui n'était pas du tout le cas. Et je me rappelle du début des années 2000 comme une période très compliquée où en gros, il y avait deux stars, il y avait Booba et Rof. Toutes les maisons de disques ne signaient que des sous-Booba ou des sous-Rof qui faisaient du sous-Booba ou des sous-Rof. S'il y avait un bon morceau tous les 6 mois, c'était le bout du monde. Aujourd'hui, il y en a 80 tous les jours. Vous aimez pas tout, mais il y a vraiment de quoi se satisfaire artistiquement, quoi. Il y a énormément de choses que j'aime et qui n'existaient pas il y a 10 ans, quoi.
Et surtout, je voulais dire, parce que l'un d'entre vous avait dit que, je crois que c'était L'Homme Pâle, qui disait qu'il ne se considère pas comme un rappeur. Bah, c'est tout simplement parce que si vous écoutez un peu la palette musicale d'un L'Homme Pâle et que vous la comparez à ce qui se faisait avant, c'est difficile, ça peut paraître réducteur pour un artiste de se faire traiter de rappeur, même si c'est pas une insulte et même si au contraire, c'est un très bel héritage. C'est tout simplement, je pense, une manière de traduire, je pense, une sorte de la peur de l'incompréhension. Et la peur d'être classifié rappeur alors que c'est beaucoup plus large qu'avant. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui le rap est beaucoup plus large qu'avant, mais l'idée ou l'image sociale, on va dire, du rappeur, ça reste un rappeur. Donc potentiellement il est noir, il vient de banlieue, etc. Et il gueule contre la police. Alors que en vrai, voilà. Non mais enfin il y a beaucoup. Donc je comprends peut-être que L'Homme Pâle se dise bon, j'ai pas envie qu'on me réduise là-dedans parce que moi j'ai écouté, je sais pas, de la musique classique ou n'importe quoi. Je suis pas que le rap, etc. Peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il le formule, enfin peut-être que c'est ça qu'il veut dire en tout cas. Mais dans les faits, il fait du rap quoi. Je veux dire, un mec qui raconte sa vie sur un beat à 4 temps, c'est du rap quoi. Quel que soit le propos d'ailleurs. Je comprends. Même quand il parle de sa grand-mère. Même si le rap est beaucoup plus chanté par rapport à avant, par exemple. Ah bah, tu te rappelles pas le R&B à l'époque, tous les rappeurs qui étaient avec les chanteurs R&B et tout ça. Mais pareil, ça aussi, le fait que les rappeurs chantent, il y a 20 ans, un rappeur qui chantait, c'était mal vu quoi. Il fallait une fille pour chanter. On était quand même dans ce genre de cliché quoi à l'époque. C'est beaucoup plus, c'est très différent aujourd'hui. J'ai l'impression, les rappeurs ils chantent, ça leur pose aucun problème. C'est l'autotune ça. C'est vrai, mais vous n'avez pas répondu à la question par contre en termes de goût. Quels sont les en termes de goût? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Je vous ai parlé de Benjamin Epps là. Benjamin Epps. C'est bien déjà. Tu vois pas qui c'est Benjamin Epps? C'est un jeune rappeur type qui a 20 coin. Voilà. Mais qui fait du rap comme on en faisait au début des années 2000 quoi. Il y a un côté très boom bap, rap à l'ancienne, très dans les cordes, c'est très écrit, c'est très bien hein. C'est très bien mais il faut aimer le rap de ces années-là. Typiquement, c'est pas un type qui va faire des hits aujourd'hui. Les mecs qui vont faire des hits aujourd'hui, c'est des gars qui vont faire de la trap ou des choses comme ça quoi. Et qui sont par ailleurs très bien. Moi, je trouve que le dernier album de Gazo est super bien. Gazo, je trouve ça super bien. Bon, c'est vraiment de l'entertainment au maximum. Il tient aucun discours à part je te marche dessus et ma voiture elle est mieux. Mais je veux dire, il y a aussi une manière de dire que je te marche dessus et ma voiture elle est mieux. Et s'il le dit bien, pourquoi pas? Après tout, la Mafia qu'un Free ne tenait pas d'autres discours sur certains morceaux, quoi. Hein, par je te marche dessus, quoi. Oui, sur certains morceaux, je suis d'accord. C'est un mauvais exemple, la Mafia qu'un Free, mais je veux dire, l'esbrouf dans le rap, ça n'a jamais fait peur à personne. C'est quand même un peu le but, quoi. Je suis d'accord. On parle beaucoup plus maintenant de musique que l'architecture des paroles ou un sens caché, profond ou un combat. Je suis totalement d'accord. Ouais, et puis aujourd'hui, on danse sur du rap français. Il y a 20 ans, il y a Oxmo qui faisait une chanson qui s'appelait On danse pas. Parce que, il faut pas oublier les Ménéliques, les alliances ethniques, les Stomy Bugsy, on a quand même eu de notre soupe à nous, hein, qu'on aimait bien. Et quand tu les ressors maintenant, tout le monde danse dessus, hein, 40 ans ou 10 ans, ou tu vois, où tu mets Ménélique, bye bye, là, c'est un carton, aujourd'hui. Et nous, à l'époque, on détestait avec Thomas, on était, mais c'est pas, ou alors, Ophélie Winter, notre collègue Olivier Cachin l'appelait la reine du R&B. Nous, ça nous hérissait les poils, quoi. On se dit, mais elle fait pas du R&B, elle fait de la soupe. Enfin voilà. Sauf que maintenant, tu mets Dieu m'a donné la foi. Je sais pas, tout le monde se met à danser avec Excitados, tu vois. Plus. Donc, tout correspond on essayait un peu d'être moi un peu plus quand même gardien du temple, en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien. Mais finalement, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges et tous les styles. Des textes, sérieux, des textes moins sérieux. Par contre, je dirais, à la différence il y a une quinzaine d'années où il y avait des magazines et on était entre guillemets un peu au courant de l'agenda du milieu hip-hop ou en tout cas, si on parle du rap, en tout cas de l'agenda des sorties, etc. Aujourd'hui, c'est tellement anarchique et il y a tellement peu de médias finalement par rapport au volume de sorties qu'il faut chercher soi-même. Et c'est vrai que c'est hyper fastidieux. Moi, tous les vendredis, je regarde les Instagram des artistes, qui a sorti quoi, c'est qui le nouveau mec, la nouvelle mixtape, ça prend énormément de temps. Quand on est passionné, c'est génial. Mais pour quelqu'un qui a pas le temps, je trouve que c'est un peu il y a une énorme bassine et il faut fouiller dedans, quoi. Et c'est vrai que ça peut donner un peu le tournis. Il y en a 10 fois plus qu'il y a 10 ans, quoi. Mais quand on cherche, il y a vraiment des trucs très satisfaisants. Ouais. Alors, ouais. Vas-y, parle pour voir. Ouais. Okay. Mais vous avez déjà répondu en partie, mais je peux me tromper, mais à vous écouter, il y a une petite mélodie derrière de c'était mieux avant. Ah ouais. Moi, je pense. Alors, perso, je suis pas du tout d'accord. Moi. Lui, non. Okay. Non, mais c'est un dingue de rap. Pour ce que t'as dit avant, ouais,
Mais du coup, est-ce qu'il faut pas juste accepter en fait que le hip-hop tel que vous l'avez vécu, c'est plus ce qu'il est maintenant, et que c'est surtout plus un style de contre-culture, c'est devenu un style mainstream, avec les codes du mainstream, et avec des artistes mainstream dedans, et certains qui font peut-être référence au passé, d'autres qui s'en balèquent total. Mais faut juste accepter ça en fait, que c'était pas mieux avant, et c'est plus ce que c'était, quoi. Ah oui, c'est clair, mais moi j'accepte tout à fait ça, hein. Le rap d'avant me va très bien et j'en écoute encore, mais le rap d'aujourd'hui me convient totalement et j'écoute énormément aussi, hein. Non, moi je suis bloqué. J'ai aucun problème avec ça. Je pense pas qu'il y ait... De toute façon, le rap, ça a quand même été une musique où on a passé notre temps à vouloir tout subvertir, tout dépasser, retourner, contourner. Bah voilà, on retourne le rap des années 2000, moi ça me va très bien. Je hijack la question. Est-ce que ça veut dire que la culture hip-hop est morte? Non, bien sûr que non. Non, la culture hip-hop n'est pas morte, le rap n'est pas mort, le graffiti n'est... Ouais, voilà, c'est un peu... S'il faut définir la culture hip-hop en disant c'est le rap, le graphe et le break, ça c'était les années 80, ça n'existe plus, quoi. Bah si, le rap, le break... Ça existe, mais plus sous l'égide d'une seule appellation, quoi. Ouais. Oui, si vous voulez. Mais ça continue d'exister, quoi, finalement. Je veux dire, les rappeurs font du rap et les graffeurs font des graffitis. Oui, c'est devenu des genres à part entière. C'est plus 3 genres ensemble, quoi. Oui. 4. Après, qu'est-ce que ça change vraiment? Non, rien du tout. Je sais pas si ça change grand-chose, quoi. Voilà, c'est comme si c'était un peu réducteur de dire c'est le hip-hop, c'était ça, et c'est ça, et ça bougera plus, c'est dans le marbre. En fait, ça a évolué, c'est mainstream. Ça a muté en plein de trucs différents et chacun se l'a approprié, quoi. Ouais. Ouais, mon grand désespoir, ouais. Le rap, c'était mieux maintenant. Bonjour. Ça marche? Une vieille personne. Alors, ce sera peut-être mieux demain. Vous aviez l'air de regretter le temps où les artistes acceptaient des interviews. Et je me demandais en fait quel était... est-ce qu'une interview peut réellement rivaliser, par exemple, quand on voit avec... maintenant, les artistes qui suppriment les intermédiaires et qui, par exemple, prennent la parole sur Instagram et parlent directement à leur public, comme Jul qui lance un live à 1h du matin et puis qui a plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et qui répond en direct aux questions. Et qu'est-ce qu'une interview pourrait apporter en plus si le public parle directement à l'artiste avec les nouveaux médias de communication? Je pense que déjà l'interview elle est dirigée par une tierce personne, qui soit journaliste ou autre. Donc fatalement, ce sera pas le même rendu que quand c'est l'artiste qui provoque lui-même la rencontre avec le public, etc. Après, je trouve ça très bien que Jul fasse des lives. Je pense juste que c'est pas du tout le même exercice et il en ressort probablement pas la même chose. Après, le fait qu'il veuille pas faire d'interview, moi j'ai rien à dire contre ça. Je peux le comprendre à la rigueur. Après, journaliste, c'est un métier, hein. C'est pas juste poser des questions, c'est réfléchir, c'est se prendre la tête, c'est préparer. Enfin, tu vois, quand t'as un public lambda, ma fille, qui va poser la question à Elsa Zilberstein pour Simone, comment vous avez travaillé, c'est pas du tout la même chose qu'une interview faite par un journaliste sur un plateau télé ou dans des conditions de radio, dans des conditions de télévision, où on va passer des extraits du film ou des extraits de l'album. Enfin, je veux dire, journaliste, c'est pas juste poser des questions. Donc en fait, quand tu poses des questions à quelqu'un, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ça veut pas dire que tu es journaliste. C'est juste à poser une question. Donc en fait, il faut aussi respecter le fait que passer devant un journaliste, c'est passer devant un professionnel. Et donc c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de podcast, où tout le monde se met à poser des questions et qui commence par présentez-vous, ce n'est pas du journalisme. Donc à un moment donné, j'ai l'impression effectivement que les rappeurs n'ont plus besoin de journalistes et se disent que ça ne sert à rien, puisqu'effectivement leur public va lui poser des questions en disant tu l'as fait comment ton album, et c'est qui le meilleur featuring que t'as fait, et pourquoi là t'as mis enfin tu vois. Donc est-ce que c'est ça une interview pour toi? Je sais pas. Ah bah oui, ils sont contents de poser des questions à leur artiste préféré. Bah oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez pas faire une pause avec un café et continuer de discuter Allez juste là derrière?